Bonjour chers étudiants. Dans cette première séance de cours de techniques d'investissement, nous allons parler des techniques de choix et des modalités de choix d'investissement. Donc les modalités du choix des investissements, il y a les critères de choix qui sont très nombreux, et cela d'autant plus que l'environnement dans lequel se situe le décideur soit certain, soit aléatoire, soit indéterminé. Là, on parle de la notion de risque également. Premier point, la nature et typologie des investissements. Donc, on va essayer de donner des définitions à titre de rappel concernant la nature et les types d'investissement. Donc, première définition, toute définition de dépense qui conduit à l'acquisition d'un actif en vue de l'obtention d'un flux de liquidité ultérieur et ayant pour but d'accroître la richesse des propriétaires de l'entreprise constitue un investissement. Dans ce cadre, l'investissement, c'est toute dépense à caractère durable, normalement à plusieurs années, et qui va entraîner l'arrivée des flux de liquidité ultérieurs afin d'accroître la richesse des propriétaires de l'entreprise. Deuxième point, la typologie des investissements. Donc, sur première classification ou première typologie, on va se référer au plan comptable qui classe les investissements en fonction de leur destination. Alors, le cadre comptable classe les investissements dans ce qu'on appelle des immobilisations. Dans ce cas, on parle de trois classes qui sont définies, l'investissement incorporel, corporel et financier. Selon l'objet, on peut distinguer quelques catégories. Les investissements de remplacement sont destinés à renouveler les actifs productifs usés ou obsolètes afin de maintenir le potentiel productif de l'entreprise. Les investissements d'expansion ou de croissance qui permettent à leur tour à l'entreprise d'accroître la capacité de production et de commercialisation des produits existants. L'investissement de productivité dans les investissements qui visent à réduire les coûts unitaires ou à augmenter les niveaux de production. Il se combine généralement avec l'investissement de remplacement. Et il y a également ce qu'on appelle l'investissement stratégique qui peut avoir un caractère défensif, donc c'est une réaction face à la concurrence, ou offensif, c'est une action afin de surpasser la concurrence. Selon nature, on distingue également d'autres types d'investissement. On parle de l'investissement commercial et dans ce cas-là, il comprend tout ce qui concourt au positionnement de produits ainsi que dans le développement de ses ventes. L'investissement financier qui concerne l'acquisition des titres financiers afin d'obtenir un revenu. Et enfin, l'investissement immatériel qui comprend essentiellement les dépenses au capital humain, les dépenses liées à la richesse, à la recherche et au développement. Les critères maintenant de choix d'investissement, on va commencer par ce qu'on appelle l'univers certain. Donc le problème d'investissement revient à sélectionner les projets en comparant le coût de l'investissement, on va noter 0, et ce qu'il peut apporter, c'est-à-dire ce qu'on appelle les futurs gains espérés, et on va parler également de le définir en termes de cash flow actualisé. Donc c'est une notion qui est déjà vue par vous, donc dans ce cadre on ne va pas y revenir. Pour cette raison, on va se rappeler ensemble à travers des applications. Donc la première application, elle sera d'illustration. Vous avez l'énoncé devant vous. Pour développer son activité, l'entreprise ABC veut programmer au niveau de son budget d'investissement pour l'année 2021 l'acquisition d'un nouvel équipement dont les caractéristiques sont les suivantes. Prix d'achat 600 000, il est hors taxe. Frais d'installation 90 000 hors taxe également. Frais de formation de personnel 50 000 dirhams également hors taxe. Cet investissement va entraîner une augmentation au besoin de fonds de roulement d'exploitation, une notion qu'on va expliciter et se rappeler ensemble avec
un exemple également. Au niveau de la première année, est égal à 70 000 dirhams. Durée d'exploitation, c'est 5 ans. Le mode d'amortissement, il est linéaire. Chiffre d'affaires annuel, c'est 650 000 dirhams hors taxe. Les charges variables, c'est 40% du chiffre d'affaires. Et les charges fixes hors amortissement, c'est les 150 000 dirhams par an. La valeur résiduelle nette d'impôt est équivalente à 60 000 dirhams. Le taux d'imposition l'IS, il est supposé à 30%. Donc c'est le taux ancien qui était fixe il y a quelques années. Maintenant, il y a un barème progressif et puis proportionnel de 10%, 20%, 31%. Pour nous, on va supposer qu'il y a un taux de 30%, un taux qu'on va appliquer au niveau des résultats avant impôt. Donc, le travail à faire, le directeur de cette entreprise vous soumet les travaux suivants. Il vous demande de calculer le coût d'investissement puis le montant du capital investi. Là, on va faire un petit peu la distinction entre ce qu'on appelle coût d'investissement et capital investi. Et sachant qu'il y a un taux d'actualisation de 10%, on nous demande d'étudier la rentabilité de cet investissement sur la base de la valeur actuelle nette, la VAL, de l'indice de profitabilité et du taux interne de rendement, ce qu'on appelle le TIR ou bien le TRI. Le corrigé de cette application d'illustration, on va commencer tout d'abord par déterminer le coût de l'investissement puis le montant du capital investi. Donc le coût d'investissement, il comprend les charges engagées pour entamer le projet d'investissement, le prix d'achat hors taxe des équipements, les frais d'installation et les charges de formation du personnel qui s'occupera de l'équipement. Le coût d'investissement dans notre cas, en se référant à notre illustration, il s'élève à 600 000 plus 90 000 plus 50 000, ce qui va nous donner un coût d'investissement de 740 000. Le capital investi à son tour comprend le coût de l'investissement qu'on a déjà calculé, ainsi que l'augmentation du BFRE, ce qui va nous donner un capital investi égal à 740 000 plus 70 000, qui va nous donner un montant du capital investi de 810 000. Là, ce qu'on aimerait bien éclairer, c'est cette 70 000 qui constitue l'augmentation du BFRE. Quelle est enfin la signification, pourquoi on l'ajoute ou pourquoi on l'intègre en tant que capital investi? Pour cette raison, on va faire un petit rappel. Donc, on rappelle la structure du bilan, déjà vu, sachant qu'on est en train de revoir les bases élémentaires qui nous serviront de comprendre un petit peu ces notions d'investissement de façon beaucoup plus détaillée. Donc, à titre de rappel, et à la base, vous avez l'entreprise, dans son bilan, il a deux éléments essentiels. Donc ça, c'est les composantes du bilan. Il y a l'actif, il y a le passif. Donc avant d'arriver à expliquer la notion du BFR, donc on va expliciter les éléments du bilan et voir par la suite l'incident du BFR. Donc il y a au niveau de l'actif, je vous rappelle qu'il y a l'actif immobilisé, il y a l'actif circulant hors trésorerie et il y a la trésorerie active. Au niveau du passif, il y a le financement permanent, il y a le passif circulant en trésorerie et également la trésorerie passive. Ça, c'est une connaissance un petit peu générale en ordre comptable. Notre actif immobilisé, il comprend 4 blocs, 4 classes, immobilisation en valeur. Donc, ce sont des charges qui ont été transférées à caractère pour pouvoir les amortir par la suite. C'est pour cette raison que je l'ai mis en rouge. Parce que ce n'est pas un vrai actif détenu par l'entreprise. Les immobilisations incorporelles, ça comprend les brevets, etc. Les immobilisations corporelles, les immobilisations financières. Donc, au niveau de l'actif circulant en trésorerie, il est composé principalement par des stocks, des créances clients, des titres et valeurs de placement, etc. L'état, créditeur ou débiteur, etc. Donc, et également la trésorerie active qui comprend la banque et la caisse. Au niveau de passif et au niveau du financement permanent, il est composé des capitaux propres, des dettes à long et moyen terme.
L'actif circulant, c'est les dettes fournisseurs plus autres éléments des dettes qui ont un caractère circulant. Et enfin, il y a la trésorerie passive, c'est généralement la banque quand il est voilà créditrice voilà au niveau du passif. Maintenant, cette partie-là que nous avons déjà bloquée, actif immobilisé, c'est cette partie-là qu'on a nommée investissement au niveau de la classification comptable. Au niveau de notre classification comptable, nous avons dit que ça, cette partie comptablement qui constitue un investissement, qu'il soit incorporel, corporel ou même financier. Donc, pour mieux maintenant rappeler la notion du BFR, donc il se situe à cette partie. Donc, je rappelle que la différence entre le financement permanent, c'est cette partie, le financement permanent moins l'actif immobilisé, il constitue ce qu'on appelle le fonds de roulement. Par contre, c'est cette partie-là qui va nous engager à déterminer ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Donc, par la suite, le besoin en fonds de roulement, c'est la différence que vous constatez entre l'actif circulant en trésorerie et le passif circulant hors trésorerie, c'est le besoin en fonds de roulement. Ça, c'est le caractère comptable. Maintenant, en termes de réalité, comment on peut approcher cette notion? Donc, pour cette raison, on va donner un petit exemple simplifié. Supposons que nous avons un commerçant, un épicier, donc de façon très simplifiée, il achète auprès de son fournisseur, il vend à ses clients par crédit. Donc, supposons que, voilà, quand il achète de ses fournisseurs, on leur accorde un délai de 10 jours pour payer. Voilà, un délai de 10 jours pour payer, pour qu'il effectue le paiement. Lorsqu'il vend à ses clients, il met ce fameux carnet, donc il vend avec un crédit de, voilà, il leur accorde un délai de 15 jours. Sachant que également il fait ce qu'on appelle un stock dans lequel il conserve sa marchandise pendant 5 jours. Dans ce cas, qu'est-ce que nous avons? Nous allons mesurer à travers ce schéma-là. Notre objectif, c'est de déterminer, voilà, vous voyez le besoin en fonds de roulement en termes de nombre de jours de besoin. Donc, nous avons 5 jours de stock plus 15 jours de délai client, alors que les fournisseurs, pour les payer, il va les payer après 10 jours. Donc, quand il y a son besoin, il s'élève à combien? Donc, c'est 15 plus 5 moins 10. Donc, ce qui va y avoir un BFR de 10 jours en termes de chiffre d'affaires hors taxe. Donc, il se tombe dans un besoin de 10 jours chiffre d'affaires hors taxe. Ce qui veut dire, si on veut, on va dire que pendant une année, pendant un an, donc il réalise son chiffre d'affaires hors taxe annuel, s'il est égal à 40 000 dirhams. Donc, on va s'interroger sur son BFR. Donc, son BFR, son besoin, il se chiffre avec ce 40 000, voilà, multiplié par 10 jours sur le nombre de jours de l'année commerciale 360 ou l'année civile. Voilà. Donc ça nous donne le BFR en termes de dirhams si on veut le mesurer. Donc c'est cette variation du BFR qui va constituer un élément de capital investi et qui va être récupéré en fin de période.
Revenons à notre cas, sachant maintenant que le taux d'actualisation est de 10%, on nous demande d'étudier la rentabilité de cet investissement sur la base de la valeur actuelle nette, de l'indice de profitabilité et du taux interne de rendement, le tir ou bien le tri. Donc on dresse un tableau comme celui-là, dans lequel on va essayer de détailler au maximum. J'ai mis par ligne par ligne, élément par élément pour pouvoir retenir les formules de calcul qui sont basiques et élémentaires. Donc, on commence par le chiffre d'affaires hors taxe. D'après les données, il est de 650 000 et il est stable sur toutes les années. Parfois, il est variable en général. Deuxième ligne, on va prendre le coût variable et d'après les données, il représente 40% du chiffre d'affaires. Donc, c'est pour cela que c'est 40% fois la première ligne qui est égale à 260 000. Donc, le charge fixe hors ou bien le coût fixe hors amortissement, d'après les données, c'est 150 000. Maintenant, la dotation aux amortissements, c'est le coût d'investissement. Là, on fait attention, ce n'est pas le capital investi, mais c'est le coût d'investissement multiplié par 20%. 20%, c'est le taux d'amortissement pour ce que la durée, elle est de 5 ans, 100 sur 5, un taux linéaire de 20%, ce qui va nous donner 148 000. Le résultat avant impôt, c'est le chiffre d'affaires moins l'ensemble des éléments que nous avons calculés, qui va nous donner 92 000 étalés sur les années entières. Donc l'impôt sur les sociétés, c'est 30% du résultat avant impôt. D'après les données, on a dit que le taux de l'IS est supposé à 30%. Résultat net, maintenant, c'est la différence entre le résultat avant impôt et l'impôt sur les sociétés. On aurait pu le calculer directement, en multipliant par 70%. Alors la carte d'exploitation, je prendrai le résultat net et j'ajoute les dotations aux amortissements qui rendent notre appellation une économie d'impôt également. Et par la suite, on récupère le BFR1 comme on l'a explicité tout à l'heure. Donc il va intégrer le coût de capital investi, mais on le récupère en fin de la dernière année qui est égal à 70 000. La valeur résiduelle d'après les données c'est 60 000. Elle est nette d'impôt. Si jamais elle était brute, on aurait mettre le montant en réduisant le montant de l'IS. Donc je fais mes calculs pour me donner les cash flows que j'ai, c'est la CAF d'exploitation plus la récupération du BFR plus la valeur résiduelle, ce qui va nous donner les montants suivants. Après, on peut déterminer la valeur actuelle nette en l'appliquant, en rappelant que c'est la somme des cash flows actualisés moins le montant du capital investi. Donc je mets en place la formule sigma cash flow actualisé plus moins le capital investi. Donc j'actualise mes données, je mets mes chiffres et je trouve que la vanne est égale à 75 882,88. Dans ce cas-là, il est supérieur à 0, donc le projet il est rentable. Je rappelle ici que si nous avons plusieurs projets, on retient le projet qui a la vanne la plus élevée. La détermination maintenant de l'indice de profitabilité. Donc l'indice de profitabilité permet de déterminer la valeur actuelle dégagée par chaque dirham investi, c'est-à-dire le retour sur investissement. Mathématiquement, on fait c'est 1 plus la valeur sur le capital investi, ce qui va nous donner, après calcul, le chiffre suivant, 1,09. Tout simplement, en investissant 1 dirham, ça nous rapporte notre 1 dirham en plus de 9 centimes supplémentaires. Donc, du moment où il est supérieur à 1, dans ce cas-là, on va dire que le projet est rentable. Ça va de soi. Si la vanne est positive, l'indice de profitabilité est supérieur à 1 et vice-versa. Maintenant, le tir, ou bien le taux de rentabilité interne, on l'appelle également le tri. Également appelé taux de rentabilité interne, c'est ce qu'on appelle le tri, c'est le taux d'actualisation qui nous donne une vanne égale à 0.
Au niveau de son calcul, on procède par ce qu'on appelle l'interpolation linéaire. C'est la méthode de calcul simplifiée qui rapproche le tri, donc en utilisant une interpolation linéaire, sachant que l'évolution n'est pas du tout linéaire. Donc, on va avoir un taux qui va nous donner une première vanne. S'il est positif, donc le deuxième taux, normalement, il doit être négatif. Il va nous donner une vanne négative. Si la première vanne est négative, je cherche un taux qui permettra d'avoir une vanne positive. Donc, si généralement, puisque la relation est décroissante entre le taux d'actualisation et la vanne, automatiquement, si je trouve une vanne positive la première, je vais augmenter le taux en cherchant une vanne négative et je vais encadrer par rapport à 0 et chercher le tir par la suite. Si on prend T1 est égal à 10%, nous avons déjà calculé dans la question précédente la vanne à 75 882,88, ce qui est une vanne positive. Donc pour T2, on va choisir un taux suffisamment élevé pour que la vanne 2 soit négative. Plus l'intervalle est réduit, plus le tri ou bien le tir s'approche de vrai tri qui va annuler la vanne. Donc, on pose T2 est égal à 15%, puis on calcule la vanne 2, on fait notre démarche et on trouve qu'elle est négative à moins 33 369,28. Ce qui nous reste maintenant, c'est de poser notre interpolation linéaire. Donc, nous rappelons qu'à T1 est égal à 10%, la vanne est égale à 75 882,88. Avec le tir, la vanne est égale à 0. Et avec le deuxième taux de 15%, la vanne elle est égale à moins 33 369,28. Je fais l'interpolation linéaire dans ce sens. Donc je fais le tir moins T1 divisé par T2 moins T1. Et de l'autre côté, je vais dans le même sens, 0 moins 75 000 et moins 33 369,28 moins 75 000. 882,88. Donc, je place mes chiffres de ce côté. Donc, je rappelle la formule, je place mes chiffres, je fais mes calculs, je poursuis la démarche attentivement jusqu'à ce que je trouve que le tir est égal à 13,47%. Je place ce taux dans le calcul de la vanne, il va nous donner une vanne qui est proche infiniment de 0, étant donné le problème on a dit la linéarité de la méthode et également les rapprochements et les arrondissements par les virgules.